Tous. En mars 1983, quittant le ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire pour le ministère de l'Agriculture, Michel Rocard s'est adressé aux différents services qui étaient placés sous son autorité et se tournant plus particulièrement vers les membres de la délégation interministérielle à l'économie sociale, il leur a dit: j'ai planté un cèdre et je compte sur vous pour le faire prospérer et fructifier. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste du couvert végétal du Djebel Druze pour savoir que les caractéristiques du cèdre, c'est de pousser lentement, d'avoir un grand développement et des racines qui vont très loin. Et c'est à raison de ces racines et de cette histoire que l'association michelrocard.org, dont l'objet est de diffuser tout ce qui a trait à l'action et à la pensée politique de Michel Rocard, a proposé aux organisateurs de ce colloque, et je voudrais les remercier d'avoir accepté cette proposition, d'insérer dans ce cadre ce qui sera un peu différent des panels précédents, dans la mesure où il s'agit moins de travaux de chercheurs, même s'il y a des universitaires autour de cette table, que de la confrontation du regard des historiens et des témoins et des acteurs. Et donc nous allons entendre successivement, et moi je serai là uniquement pour essayer de veiller au respect des horaires, et de faire en sorte que puisse y avoir ensuite un échange avec vous. Nous allons entendre successivement Alain Bergougnoux, qui va nous retracer dans quelle mesure l'économie sociale et solidaire a des liens étroits. Alors je ne sais pas si ce sont des liens de paternité ou de filiation. À un moment, ça sera peut-être un peu comme la poule et l'œuf. On s'interrogera sur le sens de la génétique entre la deuxième gauche et l'économie sociale et solidaire. Et Pierre-Emmanuel Guigaud, qui est l'auteur d'une biographie de Michel Rocard à paraître prochainement, reviendra sur ce que Rocard en a dit dans les différentes étapes de son parcours politique. Il n'a pas attendu 1981 pour s'y intéresser. Nous aurons après des témoignages très directs et très vécus de l'intérieur de Scarlett Wilson-Courvoisier et Marcel Ipsman sur la délégation à l'économie sociale lorsqu'elle a été créée en 1981, puisqu'ils étaient là pour essuyer les plâtres et monter les murs, et puis assurer le financement, puisque c'était évidemment un des éléments importants. Ensuite, Nicolas Lix nous parlera des relations pas toujours simples pour l'insertion du milieu associatif dans le tissu complexe de l'économie sociale et solidaire, et ça rejoindra certains des débats que nous avons entendus précédemment. Et nous donnerons en conclusion la parole à Jérôme Sadier, qui a lui une pratique plus récente, pour qu'il nous dise s'il reste quelque chose dans l'économie sociale et solidaire d'aujourd'hui de cet héritage historique. Voilà un petit peu le menu que nous vous proposons pour cette table ronde, pour ce moment d'échange. Et encore une fois, grand merci aux organisateurs de ce colloque d'avoir accepté qu'il puisse se tenir, que cette table ronde puisse se tenir et que ces communications vous soient présentées. Alain Bergougnoux, pour commencer. Merci. Donc, simplement quelques notations, vu l'heure et le nombre de participants. Donc là, vous le savez, Michel Rocard a été amené à intervenir à 2 reprises pour l'économie sociale,
en 1981, parce qu'il avait demandé, ministre du Plan, et donc dans ce placard plus ou moins doré, il avait demandé à avoir à sa compétence l'économie sociale. Et dans un premier temps, le Conseil d'État avait refusé en disant qu'il n'y avait pas de définition juridique de l'économie sociale. Et donc, par un biais, en évoquant la direction, la présidence d'un conseil supérieur des coopératives, il a pu avoir ceci dans sa compétence, que personne ne réclamait à part lui. Et en établissant effectivement la délégation interministérielle à l'économie sociale à la fin de l'année 81, il a donné une base juridique. Et on sait qu'en 1988, Premier ministre, il a donné un secrétariat d'État à l'économie sociale avec Tony Dreyfus, qui avait d'autres fonctions à côté de l'économie sociale, mais qui était en charge de l'économie sociale. Donc c'est un intérêt réel, et il faut comprendre pourquoi. Alors François Soulages, qui travaillait directement avec Michel Rocard à la fin des années 70 et qui a joué un rôle dans l'économie sociale, a livré un témoignage assez précieux sur pourquoi ce terme et pourquoi cet intérêt. En 1975, François Mitterrand avait nommé, après les assises du socialisme, Michel Rocard secrétaire national au secteur public. Et évidemment, dans les consultations, Michel Rocard avait reçu 4 dirigeants des coopératives, des associations, des mutuelles, dont René Telade, notamment, dont on connaît le rôle. Et il avait demandé à François Soulages, qui travaillait avec lui au secteur de son secrétariat national, de voir ce qu'on pouvait faire pour les coopérations, les mutuelles, les associations. Alors un groupe de travail s'est formé, et évidemment, nous sommes en 1975, et c'est encore le moment autogestionnaire. C'est même peut-être, historiquement parlant, Franck Georgy, qui est historien de l'autogestion, l'a bien montré, les années phares, un peu, en tout cas pour la deuxième gauche de l'autogestion, c'est les années 72, 78, à peu près, 77. Et après, le thème décline. Donc, si bien que pour les collaborateurs de Michel Rocard, ceci apparaît pour pouvoir être, dans le fond, une manifestation concrète de l'esprit et de la réalité de l'autogestion. Et il parle d'entreprise autogérée. Mais le terme n'est pas accepté, il apparaît inadéquat par rapport à la réalité du secteur, et si bien que par une concertation, notamment avec des experts qui sont auprès de Rocard, c'est le terme d'économie sociale qui va sortir et qui va être accepté. Et il va être accepté parce que en 1977, il y a un rapport qui est soumis au Bureau national du Parti socialiste qui s'appelle, et c'est assez caractéristique, l'économie sociale du tiers secteur, parce qu'il y a encore en balance tiers secteur, économie sociale, les mots ne sont pas encore fixés. Le rapport n'a pas grand succès parce que on est à la veille des législatives et la direction craint les mauvaises réactions des commerçants et des artisans. Donc, mais malgré tout, il y a une charte de l'économie sociale qui est écrite en 1980. Et dans les 110 propositions du candidat François Mitterrand, la 62e proposition porte le nom d'économie sociale. Alors voilà un peu la genèse, un petit peu, si j'ose dire, juridique. Alors maintenant, je voudrais insister sur simplement 2 aspects pour ne pas être long. C'est évidemment ce que je disais à l'instant, c'est le plein de la culture autogestionnaire. Et il faut voir que pour la deuxième gauche, c'est à la fois d'abord la CFDT, 1970, le socialisme autogestionnaire défini par la CFDT, le PSU, 1972, c'est le manifeste... attendez, je ne me souviens plus exactement du terme, mais Jean-François va me le dire pour le PSU. Contrôler aujourd'hui pour décider demain. Et puis ça a été dit tout à l'heure, 1973, c'est LIP. Donc l'idée d'autogestion est largement partagée, à la fois dans le syndicalisme
et dans le politique. Et puis en 1974, au moment du ralliement d'une partie du PSU derrière Michel Rocard au Parti socialiste, aux assises du socialisme, eh bien, le projet que portent Rocard et ses amis, c'est de diffuser la culture autogestionnaire dans le Parti socialiste. Vaste programme, comme aurait dit quelqu'un d'autre. Et c'est cette idée qui, évidemment, fait que ce mouvement coopératif, mutualiste, association, paraît comme un point d'application de cette idée. Parce qu'il y a une culture autogestionnaire qui est vraiment travaillée dans ces années. Et comme je l'ai dit, ça dure assez peu de temps. Ça dure, dans le fond, 3-4 ans. Et notamment avec les travaux de Pierre Rosanvallon, de Patrick Vivray, de la revue Faire. En juin 1977, la revue Faire, qui est la revue du courant rocardien dans le Parti socialiste, consacre un numéro à l'économie sociale. Et il y a tout un travail qui est fait, et un travail justement de recherche des fondements à la fois idéologiques, historiques et théoriques de l'économie sociale. Il y a un travail qui est fait à la CFDT, et là il faut citer évidemment le nom de Jacques Julliard, qui consacre ses premiers travaux au syndicalisme révolutionnaire, à Fernand Pelloutier notamment, et qui rétablit un petit peu la complexité du syndicalisme révolutionnaire. Et puis, il y a les travaux proprement dits des intellectuels qui sont auprès de Michel Rocard et qui arrivent, dans le fond, à tracer un fil de continuité entre la réalité des années 70 et puis les origines du mouvement coopératif mutualiste. Et ça de deux manières, c'est-à-dire qu'avec deux idées fortes. La première idée, c'est, dans le fond, c'est qu'il y a tous les mouvements socialistes, quelle que soit leur immense différence dans la première moitié du XIXe siècle, étaient dans le fond unis par une conviction que le mal social venait de la combinaison de l'économie de marché et de la propriété des privés des moyens de production. Et que cela amenait l'injustice, les inégalités et l'irrationalité, parce qu'on ne satisfaisait pas les besoins tels qu'ils étaient. Et ce que voient les travaux, notamment de ces années-là, c'est que dans le fond, qu'il n'y a eu que 3 formes concrètes d'alternatives au mouvement capitaliste dans ces années-là. Et historiquement, après, au 19e et au 20e siècle, il n'y a eu que trois tentatives concrètes. La première, les 2 premières sont évidemment les plus connues et celles qui ont dominé le 20e siècle. Le communisme, à partir du marxisme version communiste, et puis la social-démocratie de l'autre côté, notamment à partir de la fin du 19e siècle. Mais qu'il y a eu un 3e modèle qui a été un peu occulté par l'histoire, et par la primauté du marxisme et la primauté de la politique, c'est le socialisme associationnisme. Et celui qui a paru être, et ce qui a été oublié après au XXe siècle, ce qui a paru être une alternative comme une autre et qui a même dominé idéologiquement. Par exemple, en France, le proudhonisme domine le mouvement ouvrier pendant les années 1850-1860, avant de s'affaiblir, mais non pas de disparaître de ce point de vue. Et donc, cette idée qu'il y a une 3e alternative, c'est l'idée que le socialisme associationniste peut organiser une société à partir d'associations directes de producteurs et de consommateurs dans des structures de type mutualiste reliées par des liens fédéralistes. Et donc ça, c'était le cœur de cette idée. Et évidemment, ça amène à retrouver, à revisiter ces socialistes dits utopiques qui avaient été un peu marginalisés. Alors, il y a bien sûr Saint-Simon et Fourier, mais je passe là-dessus. Et ce qui est fondamental pour les intellectuels de la deuxième gauche et de ces années 70, c'est la figure de Proudhon. Parce que Proudhon, c'est le maillon clé de cette histoire du mouvement coopératif et ce qui donnera ensuite lieu à l'économie sociale. Parce qu'avec Proudhon, c'est une vision qui n'est ni évidemment libérale,
mais qui n'est pas non plus étatiste. C'est la vision de la synthèse possible entre l'économique et la liberté. Et ça, évidemment, c'est tout à fait fondamental. C'était moins clair chez Saint-Simon, plus confus chez Fourier, mais chez Proudhon, c'est très clair. Et Proudhon construit un vaste système où il n'y a pas simplement la construction économique par le mutualisme, mais il y a la construction politique par le fédéralisme et la construction théorique par la justice, par une pensée d'équilibre. Et avec Proudhon, donc, il y a cette idée qu'il y a une possibilité de construire des communautés de production et de coopération, mais qui ne sont pas contre le marché. Ce n'est pas une administration, ce n'est pas un État de ce point de vue-là, et qui tolèrent la concurrence entre elles, mais concurrence, et ça c'est toujours la pensée sérielle de Proudhon, sa dialectique sans synthèse, qui lui sera tant reprochée par Marx évidemment, mais qui peut établir un équilibre entre les communautés de production, la concurrence et la justice. Et donc dans le fond, il y a toute une filiation qui peut s'établir, et qui, dans l'histoire française, ne s'efface pas simplement dans les années 1870, parce qu'il y a la résurgence du syndicalisme révolutionnaire qui va marquer durablement le mouvement ouvrier français, et avec, repris directement de Proudhon, avec la fameuse phrase de la charte d'Amiens, « L'atelier sera un jour le gouvernement », donc toujours cette idée qu'il y a une possibilité de reconstruire la société, et pas seulement par l'État, pas simplement par le haut, mais aussi par le bas. Et ça, évidemment, c'est un point absolument essentiel, qui apparaît une justification théorique à ces intellectuels et à ces dirigeants de la deuxième gauche, qui sont fin des années 70, c'est la pleine lutte, souvent un peu caricaturée, mais c'est la lutte entre Mitterrand, Rocard, le congrès de Metz, le congrès de Nantes, avec le discours des deux cultures, la culture jacobine, la culture autogestionnaire. Donc là, il y a un travail qui est théorique, et c'est ce que je voulais dire, et je vais terminer par là pour ne pas me faire tancer par le président, qui n'est pas du tout autogestionnaire, donc de ce point de vue-là. Et donc, à partir de ce moment-là, ça explique qu'il y a un intérêt qui se fait, et qu'il y a un terreau à la fois idéologique et théorique qui explique pourquoi dans le mouvement coopératif, qui jusque-là ne faisait pas partie vraiment des débats du Parti socialiste, même s'il y a d'autres courants que le courant rocardien qui s'est intéressé, notamment le courant de Pierre Mauroy, très proche du monde associatif, mais enfin ça ne faisait quand même pas partie des débats fondamentaux du Parti socialiste. Mais là, donc, il y a eu un intérêt, vous voyez, qui obéit, comme toujours en histoire, à une réalité, parce qu'il y a une résurgence en 68 et après 68, évidemment, de ces aspirations d'autonomie, et puis aussi au combat politique. Parce que l'économie sociale doit se lire aussi dans sa résurgence, dans le fait qu'on s'en occupe, qu'on consacre une délégation, un secrétaire d'État. Ça fait partie aussi de la lutte idéologique et politique au sein de la gauche française et du Parti socialiste. Voilà, donc je voulais donner ces quelques notations pour éclairer nos débats. Merci Alain. Et pour prolonger cet aperçu historique, Go. Merci beaucoup. Alors, Alain a dit beaucoup de choses, donc du coup, je vais plutôt parler des deux autres bouts de la chaîne, et je passerai beaucoup plus vite sur le milieu, c'est-à-dire cette période où le SS a été porté par Michel Rocard dans les années 70 et évidemment comme gouvernant dans les années 1980. En effet, si le nom de Rocard est associé au développement de l'économie sociale, en réalité, il n'en a pas toujours été ainsi. Et j'ai entendu parler tout à l'heure du protestantisme. On aurait pu penser que Rocard, qui est de culture protestante, et c'est vrai qu'on l'a un petit peu oublié par la suite, il a pris ses distances avec la religion assez tôt, mais ça a joué un rôle très important dans sa formation, dans sa socialisation. Pour autant, ce lien-là entre l'économie sociale
le protestantisme et Michel Rocard ne s'est pas fait dans sa jeunesse, en tout cas j'en ai pas de traces, hein. C'est difficile de conclure avec des archives qui évidemment sont toujours incomplètes, mais on a des archives de l'époque, en tout cas ça ne fait pas partie des principaux questionnements qui vont le toucher à l'époque, hein. En tant que jeune protestant, ce qui va bien l'intéresser, ça va être l'origine du mal. Il a été très marqué par l'expérience évidemment du nazisme, de la Shoah. Son père a été résistant, lui-même a accueilli les rescapés de la Shoah, notamment à l'hôtel Lutetia. Donc son engagement religieux, scout et ses tout débuts politiques ne sont pas marqués par le sceau de l'économie sociale. Par la suite, ce qui va beaucoup le marquer, c'est évidemment sa formation à Sciences Po, puis à l'ENA, ses premiers engagements politiques, évidemment, en tant que responsable des étudiants socialistes, puis comme cadre du PSA et du PSU. Et là non plus, du coup, j'ai refait un peu le fil de ces textes, notamment de ces textes théoriques, et Dieu sait que Michel Rocard a fait beaucoup de textes théoriques. Dans les années 60, ce n'est pas quelque chose qui apparaît central dans sa vision, et notamment dans sa vision de l'économie. En tout cas, jusqu'à la fin des années 60, jusqu'aux années 68. À l'époque, et beaucoup plus dans le cadre de ce que Mathieu Fulat a appelé le keynesiano-mendésisme, c'est-à-dire que ce qui va beaucoup l'influencer dans sa pensée économique, c'est évidemment la pensée de Keynes, et tempérée à la sauce Mendès France, hein, c'est-à-dire il faut lutter contre l'inflation parce que ça crée des inégalités, et par ailleurs, il faut un investissement fort de l'État dans le secteur économique pour encadrer celui-ci, et ça passe par le plan. Le plan, c'est à l'époque vraiment l'élément central de l'économie. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'il finira ministre du plan, même s'il aurait sans doute espéré mieux. Mais en tout cas, le plan est quelque chose à l'époque de central dans sa vision économique, et du coup, cet aspect de l'économie sociale n'apparaît vraiment qu'à la marge. Déjà, il n'est pas nommé tel quel, hein, mais ça, Alain l'a rappelé. Et puis, par ailleurs, on va le trouver, et j'ai trouvé notamment des traces dans son intervention, sa fameuse intervention au colloque de Grenoble, qui va vraiment lui permettre, en 66, de devenir une personnalité publique, hein, sous le patronage de Mendès. Et à l'époque, dans le rapport du colloque de Grenoble, d'une économie qui ne doit pas être simplement tournée vers les profits, mais qui doit permettre une forme de redistribution qui ne soit pas juste dans le but de rémunérer les dirigeants et les actionnaires, mais qui investissent les profits pour le bien public. Bon, on pourrait là un embryon, mais vous voyez que c'est quand même très restreint d'économie sociale. Alors évidemment, le moment où Rocard rencontre l'ESS et va en devenir le porte-étendard, c'est ce moment autogestionnaire, hein, de la toute fin des années 60 et surtout de la première moitié des années 70, puis qui va véritablement s'institutionnaliser au sein du PS dans les années 70. Mais là, je passe un petit peu plus vite, juste pour vous parler quand même du congrès de Nantes, hein, Alain l'a évoqué, mais ça fait partie, selon Rocard, lorsqu'il distingue les fameuses deux cultures, hein, la culture de la première gauche, qui serait centralisatrice, jacobine, etc., et qui serait celle du PC et pourquoi pas de François Mitterrand aussi, et la deuxième gauche, qui serait donc la sienne et de ceux qui le soutiennent. Parmi les éléments identitaires de cette deuxième gauche, il y aurait justement ce tiers secteur, hein, ce qu'on n'appelle pas encore l'économie sociale, puisqu'il dit la deuxième condition, c'est l'expérimentation sociale. Donc la deuxième condition qui porte cette deuxième gauche, c'est de pousser ce troisième, celui où se retrouvent les coopératives, les mutuelles, les associations, les entreprises totalement autogérées de demain, car il faudra expérimenter. Donc déjà à l'époque, il porte cette thématique-là qui est devenue donc centrale dans sa vision et qui lui permet de se distinguer justement d'un François Mitterrand qui, lui, va se borner plutôt une vision plus traditionnelle, hein, du dirigisme économique. Alors la troisième étape de mon propos, c'est de s'intéresser au Michel Rocard gouvernant et comment il va institutionnaliser en tant que ministre du Plan l'économie sociale. Donc Alain a rappelé comment il va se battre justement pour que le terme entre dans le langage juridique. C'est d'ailleurs quelque chose qui va être central dans toute son activité comme ministre du Plan. Pendant les 2 ans où il est ministre du Plan, il intervient beaucoup. Je me suis amusé à énumérer le nombre de discours dont il fait de l'économie sociale sa thématique principale. On s'amuse comme on peut. Et j'ai repéré quand même 1/7 de ses discours pendant ces 2 années où il va parler de l'économie sociale comme thème central, hein. Pas juste, il en parle dans un paragraphe, mais vraiment c'est le thème central de son intervention. Donc ça fait quand même 1/7.
c'est pas si mal, hein, sachant qu'il est aussi ministre de l'aménagement du territoire. Et à l'époque, c'est quand même une grande préoccupation. On est dans les débuts de la décentralisation, élément qu'il va aussi porter. Et puis, il est ministre du plan, donc il a aussi à défendre le plan, le présenter, le discuter, etc. Donc quand même, il accorde une grande importance à l'ESS. D'ailleurs, Timothée, dans sa thèse, l'a bien rappelé, hein, l'un des premiers, son premier déplacement à Rocard, il le fait à Bordeaux. En juin 1980, son premier déplacement officiel comme ministre, il le fait à Bordeaux pour le congrès de la Fédération nationale des coopératives de consommation. Et à l'époque, il dit, c'est pour dire à quel point pour lui c'est quelque chose qui est central, vous les coopérateurs, vous les mutualistes représentés à ce congrès, vous les associations également intéressées à ces travaux, et nous les socialistes qui avons aujourd'hui la responsabilité du gouvernement de la République, au fond, nous sommes de la même famille. Et tout son discours durant cette période-là, pendant ces 2 années, ça va être justement de dire aux coopératives, aux mutuelles, nous devons travailler ensemble, vous avez été peu entendus sous le gouvernement précédent, moi je veux renouer le dialogue avec vous, je veux contribuer à votre institutionnalisation, je veux être votre porte-voix, ce qu'il va effectivement s'échiner à faire durant toute cette période. Donc, Alain a rappelé un petit peu son action, on pourrait compléter en disant que dans le 9e plan qu'il va présenter, il fait de l'économie sociale et solidaire l'un des piliers centraux de son action. Mais là encore, ça a été bien rappelé par Timothée Duverger, donc je me permets de placer un petit peu plus, puis je renvoie à ses travaux. Alors, quid de la suite? Est-ce que Michel Rocard a laissé de côté l'économie sociale par la suite? Non, vous y attendez. Ministre de l'Agriculture, il n'oublie pas le thème, et dans ses discours comme ministre de l'Agriculture, il va l'évoquer à plusieurs reprises. J'ai compté 6 discours, malgré le fait que ça ne soit plus dans ses charges, qui portent encore sur cette thématique-là. Il continue à être invité par les fédérations coopératives ou mutualistes durant cette période-là, parce qu'il reste un des symboles. Et puis Alain a rappelé la mission comme secrétaire d'État de Tony Dreyfus en charge de cette fonction. J'ai d'ailleurs retrouvé un discours qui est intéressant, même si assez court, à plus d'un titre. En 1989, quand il est à Matignon, puisque c'est vrai que cette action à Matignon est peut-être un peu moins rappelée, alors il avait fait beaucoup quand il était ministre du plan, mais il va continuer aussi quand même à s'en occuper à Matignon, même s'il a beaucoup d'autres choses à gérer, puisque ce discours, il intervient 1 semaine seulement après la chute du mur, et il fait un lien entre les deux. C'est-à-dire qu'il dit, il est invité donc à un rendez-vous européen de l'économie sociale, et il va faire un lien entre les deux. Il va dire finalement, avec la chute du mur, avec le communisme qui semble, cet autre modèle qui semble en train de décliner, on a l'impression que ça serait le libéralisme triomphant. Il utilise d'ailleurs l'expression qui après va faire Flores, de fin de l'histoire, et il explique que finalement, face à la seule alternative qui semble être celle du libéralisme triomphant, peut-être que justement l'économie sociale est le moyen d'imaginer autre chose, un autre type de socialisme revivifié ou d'économie revivifiée et libérée d'une vision uniquement par le marché. Alors pour conclure, je voulais vous parler juste du Michel Rocard par la suite, après Matignon, donc celui qui n'est plus gouvernant, puisqu'il va continuer à parler de cette thématique-là. Il est député européen à partir de 1994 et jusqu'en 2009. Et ce qui va l'amener, durant cette époque, notamment lorsqu'il est à la Commission des affaires sociales, à vouloir défendre justement ce modèle de l'économie sociale et solidaire tel qu'elle s'est développée en France. Il veut le développer à l'échelle européenne, et notamment avoir une reconnaissance européenne de ce statut mutualiste. Et puis, le thème, il va le mettre de nouveau en avant à partir des années 2000. C'est une période où Rocard va être profondément marqué par la crise économique, et notamment par la crise économique de 2008. Et c'est une période où il va essayer de revenir finalement à ses premiers amours. Il fait un discours, Alain était là à l'époque, il va faire un discours, c'est en 2014 je crois, à Solferino, dans lequel il aura même cette formule en disant que finalement il se revendique encore du terme de gauchiste. Alors quel rapport avec l'ESS? C'est parce qu'il va revenir finalement à certaines de ses thèses autogestionnaires. Et on va le retrouver dans certains de ses discours, on le va retrouver dans certains de ses derniers ouvrages, en considérant qu'il y a là finalement une alternative
eh bien, au capitalisme tel qu'il est en train d'évoluer, vers notamment le capitalisme financiarisé, et il met en avant l'ESS comme l'un des héritages eh bien, de la vision autogestionnaire, mettant particulièrement en relief eh bien, l'idée que dans le socialisme, j'ai fini, dans le socialisme, ou plutôt pardon, dans l'économie sociale, eh bien, il y a cette idée qu'un homme égale une voix, et que donc c'est sans doute l'un des moyens d'insuffler de la démocratie politique au milieu de l'économie. Merci beaucoup. Merci Pierre-Emmanuel. Alors, Michel Rocard n'a pas inventé l'économie sociale et solidaire, mais il faut reconnaître qu'il a contribué à l'inscrire dans le paysage administratif et juridique et étatique français. Donc c'est 1981, l'aventure de la création ô combien laborieuse et ensuite de la gestation de la délégation à l'économie sociale. Scarlett a été un des piliers de cette aventure. Elle a poursuivi longtemps après. Et chacun ici, je crois, sait ce que cette délégation lui a dû pendant de nombreuses années. Donc je lui donne la parole pour ce témoignage. Merci. Bon, alors pour faire le lien quand même avec ce qui a été dit précédemment, je voulais juste introduire le propos concret des exécutants par le fait quand même sur la rencontre qui s'est faite dans les années 77 entre Michel Rocard et les grands responsables des organisations entreprises de l'économie sociale. C'est une rencontre tout à fait importante. Ça se tenait 220 boulevard Raspail, où je suis rentrée en Rocardie et non pas en Icarie en 1976. 220 boulevard Raspail, il y avait là Roger Kérinec, qui était un ami de Rocard, Antoine Antony, Pierre Roussel, premier délégué de l'économie sociale et trésorier à l'époque national de l'Amgen, René Tellade, qui était le président de l'Amrifen, Jacques Vendier, qui était le directeur général de la Massif. Et à l'issue de cet entretien, où ces hommes finalement ont découvert qu'ils ne se connaissaient pas tous, donc il y avait du boulot à faire dans l'intercoopération et la connaissance mutuelle des logiques, des contraintes et des politiques des uns et des autres. Après cette rencontre, donc, on a confié effectivement à François Soulages le soin de préparer pour le Parti socialiste une politique de développement de ces entreprises coopératives et mutualistes. Donc, au départ, il y avait déjà des textes validés dont il a été question. Donc, c'est à partir de là que j'entame mon propos. Ça explique pourquoi la mise en œuvre des différents actes et des différentes orientations de ces documents, qui posaient les fondations d'une vraie politique publique de l'économie sociale, ça a été extrêmement rapide. Alors nous étions peu nombreux, nous étions enthousiastes et on a foncé. Dans un projet de décret avait été rédigé dès 1978. Il concernait la création d'une autorité administrative spécifique pour l'économie sociale lors de l'avènement d'un gouvernement de gauche. Ce texte fait référence à une délégation à l'aménagement des activités d'économie sociale qui prévoyait déjà que celle-ci mettrait en place un programme de mesures et d'actions en faveur de l'économie sociale, préparera des projets législatifs réglementaires pour le développement des entreprises. Cette délégation déjà devait être attachée auprès du Premier ministre, avoir une action interministérielle et devait être une administration de mission et non de gestion, avec un budget extrêmement modeste et quelques collaborateurs non fonctionnaires. Et ces travaux devaient être, préparés, travaillés
avec les membres d'un comité consultatif qui aurait représenté l'ensemble des dirigeants responsables des différents secteurs de l'économie sociale. Donc, déjà, dès que le gouvernement de gauche arrive, le cabinet de Rocard est constitué. François Soulages reste au cabinet de Michel Rocard et moi, je pars à la délégation. Que disent les 2 décrets fondateurs pris le 15 décembre 1981 pour fonder cette délégation? Elle a pour... Alors, 1, on lui donne des missions, et 2, on définit son rôle et son périmètre. La délégation, je lis les décrets, ça va très vite. La délégation a pour mission d'aider au développement des mutuelles, des coopératives, ainsi que des associations dont les activités de production les assimilent à ces organismes qui interviennent dans le domaine de l'économie sociale. Elle joue un rôle de concertation, de coordination et d'impulsion dans ces secteurs. Elle exerce ses activités en liaison avec les départements ministériels concernés, donc il y en avait au moins 7. Elle assure le secrétariat du Conseil supérieur de la coopération, présidé par le ministre d'État, ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire. Le secrétariat du comité consultatif sera assuré par le délégué à l'économie sociale. Et comme en rugby, les chefs passent les ballons, et donc secrétariat du Conseil supérieur, secrétariat du comité consultatif me sont revenus. Le texte du second, donc là on a l'État qui invente, qui innove, qui soutient, mais qui laisse toute leur place aux représentants de l'économie sociale avec qui on va travailler en partenaire. Mais c'est quand même l'État qui, comme on dit aujourd'hui, booste et stimule. Donc le deuxième texte du décret, il nomme un comité consultatif et il nomme Pierre Roussel délégué. Voilà, alors on s'installe progressivement, d'abord le délégué et le délégué adjoint Thierry Jantet venant du Crédit coopératif dont le président directeur général, M. Jacques Moreau, était également un ami de Michel Rocard. Et il s'installe dans une loge de concierge, comme on disait, c'est-à-dire un tout petit bureau rue de Varennes. Nous trouvons des locaux peu fonctionnels, 55 rue de Varennes, très pratique à côté de Matignon. Et à peine arrivé, coup de fil de l'Élysée qui dit à notre délégué, à la suite de l'émotion rencontrée dans la lecture du bulletin quotidien où il y avait 2 ou 3 de nos curriculum vitae, comment c'est un nid de rocardiens? Tout est dit. Rejoignent progressivement les premiers membres de l'équipe de chevaux légers, on nous appelait les chevaux légers, enfin pour moi c'est relatif, en fonction de compétences nécessaires requises. Alors on a eu Paul Chalin, un chef d'entreprise fougueux, extraordinaire, bouillonnant, qui a quand même construit en 3 mois la fac de Vincennes, qui a été à la tête de JUP Industrie. On avait un sous-préfet, Bernard Gauthier, fumeur de Havane. Comme on partageait le même bureau, c'était détestable. Et puis à partir de 83, Marcel Ipsman, François Landais, Pascal Dorival et une jeune statisticienne chargée du futur compte satellite de l'économie sociale et en liaison avec l'INSEE, et l'ADES qui était déjà créée, notamment M. Kaminski. Voilà. D'ailleurs, cette jeune collègue ne s'en remettra jamais, étant donné que déterminer justement le périmètre des associations et des petites coopératives était extrêmement difficile. C'est Daniel Rowe qui, finalement, va le faire. Donc, nous avons eu une mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés, au plan, à la data, les membres du comité consultatif, et nous avons donc pu mener une politique cohérente. J'insiste sur le mot parce que des fois,
Les politiques ne le sont pas toujours. Et construite dans la concertation. Ce projet politique voulait mettre en avant l'expérimentation sociale, l'aspect laboratoire, notamment à Grenoble, pour viser à une transformation économique et sociale et à une démocratisation de l'économie. Voilà. Donc les trois rails principaux sur lesquels se sont fondées notre action, c'est le triptyque nationalisation, planification, décentralisation et aménagement du territoire. Deuxième rail, deuxième pilier de l'action, c'était rassembler les acteurs au niveau européen pour que l'économie sociale soit aussi européenne, locale, régionale et européenne. Et enfin, les mesures fiscales, financières, les textes de loi dont vous parlera Marcel. On a commencé par écrire 2-3 pages dans le plan intérimaire de 1982-1983 et on a quelques pages, en fait 2 pages dans ce fameux plan intérimaire. C'était bien la première fois que l'économie sociale faisait partie du plan. Donc, c'était la marque que le gouvernement attachait énormément d'importance au développement d'un secteur de la libre entreprise collective. À noter que le paragraphe consacré à l'économie sociale est situé dans le chapitre consacré aux réformes de structure, qui vient après celui des priorités de la politique de l'emploi. Ensuite, vient le plan, la première loi de plan, et l'économie sociale est mentionnée dans beaucoup de passages, mais essentiellement pour développer les entreprises les plus créatrices d'emplois et les orienter vers des secteurs d'innovation, restructuration du tissu urbain, revitalisation du tissu rural, insertion progressive dans l'ensemble, l'économie sociale, de groupements alternatifs ou émergents, développement de services, etc., etc. L'économie sociale est également mentionnée dans d'autres passages en matière d'initiative locale, d'innovation, d'insertion sociale et professionnelle, comme l'un des 3 secteurs de l'économie à prendre en compte. Dans le projet de la seconde loi de plan, une sous-partie de la 3e partie sur les approches, sur les approches sectorielles, et c'est très important. En réalité, on lui donne autant de place que les 7 grands secteurs d'activité économique reconnus comme tels, c'est-à-dire l'industrie, l'agriculture, l'artisanat, le transport, les télécoms, les logements, les services. Voilà. Et bien sûr, on insiste sur le développement local, le soutien à l'innovation et la disparition progressive des obstacles au développement. Alors, il y a des programmes prioritaires qui sont dessinés, ce sont les moyens pour faire marcher ce plan, et il y en a 2 qui comprennent de l'économie sociale, avec notamment dans la commission numéro 7, développement social, éducatif et culturel, le président de cette commission est François Bloch-Lenné. Donc, une commission nationale de planification, là aussi, il y a 7 représentants des mouvements associatifs et 4 représentants du secteur coopératif et mutualiste, sur un total de 25 représentants. Voilà. Alors, nous nous lançons rapidement dans la politique d'animation territoriale, on l'a construit peu à peu, la création d'un réseau de correspondants de la délégation, la plupart du temps des fonctionnaires auprès des préfets dans les gares, ce que j'ai appelé la tournée des popotes, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait 1, 2, 3 personnes, en général des hommes, 80, 85 ans, dans les GRC, ici, dans les GRCM, par là, dans les GRCMA, ailleurs, qui deviendront plus tard, grâce à la politique de l'économie sociale et de la délégation des chambres régionales de l'économie sociale. Et puis alors, les fameux contrats de plan État-région, où nous avons, mais on était trop en avance. Quand on est trop en avance, ça ne va pas du tout. Alors, on a lancé des outils régionaux de développement pour une dizaine de régions,
où l'État avançait un tiers du financement, la région entière et l'économie sociale étaient sollicitées pour un tiers. Voilà, il y avait aussi un contrat de plan avec la CGSCOP. La construction européenne, eh bien, c'est le grand événement qui m'a demandé 1 an de préparation quand j'étais au cabinet de Tony Dreyfus, avec la délégation à l'économie sociale. Ouvrons l'horizon à l'économie sociale au niveau européen, 700 personnes et 3 jours de débats qui ont donné lieu, entre autres, parce que l'événementiel, il faut que ça crée, ça ne suffit pas de faire de l'événementiel. Donc on a créé une cellule pour développer l'économie sociale qui était menée par Paul Ramadier. Merci. Merci pour ce témoignage dont vous avez pu mesurer qu'il avait toutes les dimensions du vécu. Et comme il a été dit, le développement, en tout cas la reconnaissance par l'État du secteur de l'économie sociale était quelque chose qui était porté en elle-même la contradiction du fait que l'économie sociale a toujours été un peu distante vis-à-vis de l'État. Il fallait donc, comme Scarlett l'a rappelé, avant même 1980, dans les travaux préparatoires du Parti socialiste, on parlait d'administration de mission, petit nombre de gens, des budgets limités. Et donc, si le budget était limité, il fallait quand même essayer de trouver des outils de financement pour donner des possibilités de développement à cette économie sociale. Ça a été une des tâches de la délégation et des organismes qu'elle a suscités et dont Marcel Lipsman va maintenant nous parler. Oui, en effet. Rater son train, c'est toujours désagréable, donc je vais essayer quand même d'éviter ça à ceux qui prennent le train. Scarlett m'a laissé le soin de traiter, mais rassurez-vous, ce sera très bref, 2 phrases, un objet très important, en tout cas au plan symbolique et même au plan tout à fait concret et pratique, c'est la loi du 20 juillet 1983 relative à certaines activités d'économie sociale. C'est la première loi d'économie sociale, c'est peut-être la première loi d'économie sociale au monde d'ailleurs, selon le GAREC, et en même temps, c'est une loi qui rénove complètement juridique et fiscale des coopératives artisanales, de transport, maritime, HLM, etc. Et donc, c'est quelque chose de tout à fait important qui a été réalisé en peu de temps par une équipe restreinte et pas nécessairement préparée à ce type d'exercice, donc qui a été menée à bien. Et elle a été votée à l'unanimité. C'est assez rare pour un texte qui passe qui passe au Parlement. Et donc, ça mérite d'être souligné. Alors, donc, rénovation du cadre juridique et fiscal des coopératives. C'est un texte qui, en dépit de son titre, ne porte en réalité que sur la forme coopérative. Création des unions d'économie sociale. Un statut tout à fait intéressant, le seul qui comporte le terme économie sociale d'ailleurs, qui n'a pas connu le succès espéré, mais dont on peut considérer que les cycles sont un peu la retombée, disons, à quelques années d'intervalle. Et enfin, un sujet très actuel aussi, qui est celui de la révision coopérative, qui a été remanié dans la loi Hamon et étendu à l'ensemble du secteur coopératif, ce qui n'était pas le cas à l'origine. J'en viens au sujet qui m'a été confié, qui est celui du financement. Alors je le place dans le cadre dans le cadre deuxième gauche, j'allais dire nouvelle gauche, non, c'est pas tout à fait ça, on s'y perd. Dans le cadre deuxième gauche, c'est-à-dire la période donc, que vient d'évoquer Scarlett et la période pendant laquelle Michel Rocard a été à la tête du gouvernement.
Et je traiterai du financement exclusivement sous l'angle financement fonds propres, puis c'est celui qui présentait, disons, le plus d'acuité. Et en fait, je traiterai de deux sujets, l'IDES, sa création, ses moyens, ses réalisations, et la loi de modernisation des coopératives de juillet 92, qui a apporté un nombre intéressant d'innovations au domaine de financement des coopératives. Alors, sur le premier point, donc, en introduction, mais elle sera brève, le financement des entreprises d'économie sociale, vous le savez, est un des thèmes majeurs de réflexion autour du projet pour l'économie sociale élaboré à partir du milieu de la décennie 70. Dans une économie devenue beaucoup plus consommatrice de capitaux, du fait de l'évolution des technologies et des modifications rapides des conditions de marché, les mécanismes traditionnels de formation de fonds propres des coopératives sont devenus insuffisants. Je n'entre pas dans les spécificités qui font que, effectivement, les coopératives ne sont pas un objet très intéressant pour les financiers classiques et par conséquent, ils n'interviennent pas, d'où la création de l'IDES. Alors l'IDES est effectivement un organisme dédié aux fonds propres pour résoudre des besoins spécifiques de l'économie sociale et notamment des coopératives. Dans une première esquisse d'un futur projet de loi pour l'économie sociale rédigé en 1978, on trouve également sous le nom de certificat d'épargne une ébauche du futur titre participatif créé ultérieurement par une loi du 3 janvier 1983 sur le développement et la protection de l'épargne. Dès cette époque, apparaît une préfiguration de ce qui sera l'IDES, donc Institut de développement de l'économie sociale, et l'ETP, son principal outil d'appui à la constitution de fonds propres. L'IDES est créé le 10 mars 1983, quelques mois donc après la création du TP dans la loi que je viens d'évoquer. Le président en est Michel Vandier, qui est président de la Massif. François Soulages en est le directeur général, prendra par la suite la présidence et la conservera jusqu'à son départ en 2008. Alors l'IDES, je crois qu'il faut le souligner, procède d'une démarche originale. Elle associe en effet les principaux organismes financiers de l'économie sociale, banques, assurances, plus un certain nombre de fédérations de coopératives, de mutuelles et d'associations, aux côtés de l'État, qui détient un peu moins du tiers du capital, et de la Caisse des dépôts et consignations. Il s'agit en effet de mutualiser une partie des ressources des acteurs financiers de l'économie sociale, essentiellement banques et mutuelles, pour servir au développement du secteur. Alors l'IDES est constituée sous forme de société anonyme, avec un capital initial de 50 millions de francs, 8 millions d'euros, qui sera progressivement augmenté au fil des ans pour atteindre aujourd'hui 50 millions d'euros. Alors, les missions de l'IDES, elle a statutairement 3 missions. Pardon. Renforcer les entreprises de l'économie sociale en leur apportant des fonds propres, essentiellement sous forme de titres participatifs et d'obligations convertibles en actions, souscrits par l'IDES dans le cas des filiales SA de coopératives. Il intervient également en prêt participatif, mais c'est secondaire par rapport au TP qui est vraiment la forme essentielle. Alors, son mode d'intervention, l'IDES intervient par la souscription de TP émis par les coopératives ou celles d'obligations convertibles en actions, s'agissant des filiales, je viens de le dire, et très rarement de parts sociales. Évidemment, les parts sociales ne présentent pas grand intérêt pour un organisme financier. Issu de réflexion, on l'a vu, autour du financement des coopératives,
le TP est néanmoins créé en vue principalement, dans la loi, de permettre le financement sur les marchés financiers des entreprises publiques qui venaient d'être nationalisées. Il en existe d'ailleurs encore aujourd'hui, comme des titres participatifs comme Renault, Saint-Gobain, Sanofi, etc. sont toujours cotés. Et l'intérêt de ce titre pour les entreprises publiques, c'est que c'est sans incidence sur le contrôle, puisqu'il n'y a pas de droit de vote. Les coopératives, puis ultérieurement les mutuelles et les institutions de prévoyance peuvent également émettre des titres participatifs. Bon, le TP n'a pas prospéré sur les marchés financiers, c'est devenu un produit quasi exclusivement économie sociale. C'est un instrument financier de type obligataire. La rémunération se compose d'une partie fixe pour 60% de la valeur du titre et d'une partie variable pour 40% liée aux performances de la société. Le TP, conclusion, oui, non, mais c'est un peu tôt. Il ne faut pas exagérer. Hein. Il présente l'avantage d'être une créance de dernier rang et d'être remboursable à la seule initiative de l'émetteur. Après un minimum de 7 ans, il ne donne pas de droit de vote dans les AG et donc préserve la liberté de l'entreprise. C'est ça qui est important. Deuxièmement, contribuer au développement du secteur. Donc je saute. Garantir des prêts bancaires. L'IDES se voit confier par l'État la gestion d'une série de fonds de garantie de l'économie sociale, de l'insertion par l'économie, de la reprise, la création, reprise du développement d'entreprises à l'initiative des femmes, c'est le premier, et les ateliers protégés. Bon. Le montant des interventions de l'IDES au départ est plafonné à 500 000 euros. Aujourd'hui, il est plafonné à 3 millions. Depuis sa création, l'IDES a investi plus d'une centaine de millions dans plusieurs centaines d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, les SCOP principalement, plus de 60%, mais coopératives artisanales, commerçants détaillants, quelques coopératives agricoles et filiales de coopératives et d'associations. Alors, point important, on s'étonnera de la très faible présence des associations pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas véritablement d'outils fonds propres. On a créé le titre associatif en espérant qu'il en serait l'instrument, mais compte tenu de sa rémunération extrêmement faible, des conditions d'émission, etc., en fait, ce titre n'a pas obtenu le succès escompté. Il y a eu très peu d'émissions, sauf dans la période récente, il a repris vie. Et effectivement, il y a eu un certain nombre d'émissions importantes dans les années récentes. Je cite UCPA, ADI, Acted. Bon, enfin, oui, je vois qu'il faut conclure. Depuis le début, d'ailleurs. Enfin, en 1990, une étape importante a été franchie avec la création d'une société holding SFIN dont l'IDES est une filiale et qui regroupe une série d'instruments financiers comme SFIN Participation, Impact Coopératif, etc. Alors, il y a eu un certain nombre d'innovations intéressantes que j'aurais pu citer, mais compte tenu des impératifs SNCF ou autres, je les mentionne simplement, sans donner de détails. Il s'agit de Sofines, Société pour le financement de l'innovation sociale, Sofinei pour les entreprises d'insertion, et le DRAS, qui est un dispositif de relais pour l'actionnariat des salariés qui s'apparente aux ESOP américaines. Bon, ces créations ont eu un succès très relatif, voire pas de succès du tout pour certaines d'entre elles. Le DRAS, d'une certaine façon, anticipait une des dispositions de la loi Hamon en ce qui concerne les SCOP. La SCOP d'amorçage
est peut-être considérée un peu comme la fille spirituelle du DRAS. Bon, la loi de modernisation des coopératives, donc là, elle a créé donc un certain nombre de titres, soit pour les coopérateurs eux-mêmes, soit pour des associés extérieurs. L'une de ces créations qui est de permettre à des investisseurs extérieurs d'intervenir au capital des coopératives dans la limite de 35% des voix, parce qu'il s'agit de ça, a suscité de très grosses controverses lorsqu'il l'a présenté au congrès des SCOP de Strasbourg en 1991, je crois. Tony Dreyfus, c'est dommage qu'il ne soit pas là, malheureusement, a été copieusement sifflé. Mais bon, en réalité, c'est une disposition qui paraissait un péché capital, mais qui s'est révélée en fait pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas eu véritablement ou très peu d'opérations de ce type-là. Alors, on me parlait de conclusion, j'en viens à la conclusion. Il y a un constat qu'on peut faire, c'est les obstacles au financement des entreprises de l'économie sociale n'ont pas disparu, mais le panorama a changé considérablement depuis les années 80, tant en ce qui concerne le nombre, la qualité des structures de financement, l'importance des ressources disponibles et l'accès aux dispositifs de droit commun. Des réseaux puissants se sont constitués, comme France Active, des dispositifs de financement sont apparus, l'impact financing, le crowdfunding, pour utiliser des termes très français, la mobilisation de l'épargne salariale au travers des fonds solidaires a changé la donne. Les réseaux coopératifs sont également aujourd'hui mieux utilisés. Enfin, les besoins sont mieux compris et identifiés dans les territoires et au niveau national. On pourrait donc être tenté de conclure avec Frédéric Tiberghien à l'existence d'un écosystème favorable et aisément améliorable. Ce serait peut-être faire preuve d'un optimisme excessif, car la difficulté d'accès aux fonds propres demeure. Les structures comme IDES sont encore peu nombreuses. Ses moyens et donc sa capacité d'action sont nettement plus importants qu'il y a 30 ans, mais restent limités. Ils ne lui permettent pas d'intervenir sur des projets de très grande envergure dans certains secteurs de l'économie sociale, comme les mutuelles ou l'agroalimentaire. Reste que l'impulsion donnée en 1983 a produit ses effets en dépit des turbulences occasionnelles. Et si la DIES a disparu dans la mêlée, bon nombre des institutions mises en place au début des années 80 et dans les années suivantes sont toujours là et n'ont rien perdu de leur utilité. L'IDES en est un témoignage. Merci Marcel Ipsman, désolé d'avoir le mauvais rôle, mais j'indique que vous pourrez retrouver sur le site michelrocard.org, nous mettrons en ligne les différentes contributions et vous pourrez également y retrouver un certain nombre des discours auxquels Pierre-Emmanuel Guigaud a fait référence. Pour 10 minutes, Nicolas Lix sur... je ne sais pas, nous étions convenus de parler de la place difficile des associations dans cette nébuleuse de l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est de la place difficile. En fait, je pense que d'abord, je dois vous remercier de m'avoir invité. Je pense que je dois ma place ici. J'ai acquis ma place un peu par effraction. Et que je dois ma place ici où il y a un article qui est sorti dans le numéro de la RECMA que Jean-François Drapry a peut-être déjà cité, qui est le numéro de juillet 2019, le 353. C'est sous forme d'interview, entre guillemets, de moi, par Edith Archambault, et ça s'appelle « Le nouvel esprit des associations » ou l'entreprise associative en question. Et ce titre, « Le nouvel esprit des associations », se réfère au nouvel esprit du capitalisme de Capello et Boltanski. C'est mon histoire à moi. Et ce que je vais faire, mais très rapidement, en toute petite touche,
c'est montrer comment, je ne sais pas s'il faut parler donc de difficile place des associations dans l'ESS, mais en tout cas de complexe place et de riche place des associations dans l'ESS, permet d'éclairer les tendances politiques qui sont à l'œuvre, et donc je vais les montrer très rapidement, bien sûr, au début des années 80, et ça continue d'être à l'œuvre, et ça continue encore d'être à l'œuvre, y compris quand elles sont occultées. Et je pense que quand on ne le fait pas, on ne contribue pas à la mise en exergue du projet politique de l'association, bien sûr, mais de l'économie sociale et solidaire, quelles que soient ses formes institutionnelles. Et comme j'ai compris que c'était un projet du nouveau président de ESS France, ça s'appelle toujours comme ça. Ok, bravo. Je crois que j'appellerai un autre colloque, ou en tout cas à une place vraiment pour identifier ces différents courants. Alors, Alain Bergogneau les a cités: communisme, social-démocratie, socialisme, associationnisme. Mais l'ESS n'est pas à gauche. En tout cas, elle n'est pas que à gauche. Et donc, ce qui est sûr, c'est que je vais vous montrer que les associations, elles ne le sont pas. Et quand elles étaient à gauche, elles n'étaient pas toutes à la même gauche. Et ça va avoir beaucoup de conséquences. Et ça a beaucoup de conséquences sur là où on en est maintenant. Alors, il faut faire par touche. Donc, élément historique. Avant l'arrivée de la gauche, d'abord, on ne parlait pas d'association. Il y avait les œuvres. Alors, il y avait les œuvres laïques et les œuvres privées, parce que l'opposition gauche-droite, elle était à la limite beaucoup moins prégnante. Enfin, c'est mon histoire, hein, beaucoup moins prégnante que l'opposition catho-franc-maçon. Je ne sais pas si votre colloque a fait émerger la question de la franc-maçonnerie à l'intérieur de l'ESS, mais je suis à une table de rocardiens, je pense que ça vaut la peine. En tout cas, moi, je sais que c'était une question qu'on se posait. Donc, ouais, non, il ne faut pas poser cette question? Ok. Un peu évoqué, ok. En tout cas, les associations, elles n'étaient pas sur la place publique avant que François Bloch-Lenné, qui a été cité, crée deux organisations en 1975, une qui s'appelait la DAP et l'autre qui s'appelait l'UFAP. La DAP, c'était Association pour le développement des associations de progrès. Et tout de suite, parce que il y avait déjà cette dimension de reconnaissance des activités économiques des associations, l'UFAP, Union pour le financement des associations de progrès. On n'a pas le temps de développer. La DAP, c'est l'ancêtre de la Fonda. Et donc, quand Bloch-Lenné a décidé qu'il y avait sans doute quelque chose à faire de ce côté-là, il est allé chercher des alliés à gauche, notamment du côté de la Ligue. Il y avait Davoussac, qui était le secrétaire général de la Ligue, mais qui a quitté la DAP le jour où elle s'est déclarée, enfin, où ça s'est mis en œuvre, parce qu'il n'était pas d'accord sur le modèle qui était au cœur des choses qui étaient agitées du côté des gens de la DAP, c'est-à-dire le mécénat. Ouais, donc déjà, vous voyez, il y avait l'idée qu'on était du côté de la gauche qui pensait que le mécénat, c'était tendance, quoi. Voilà. Et du coup, comment je vais traduire ça, moi? Parce que j'ai changé plein de fois ce que je voulais vous dire, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc à gauche, on avait plutôt les gens qui étaient proches de la FEN, la Fédération de l'éducation nationale. Et là, on avait une vision des associations comme auxiliaires de services publics. C'était ça, la définition. Et donc, ça se traduisait aussi beaucoup du côté de jeunesse et sport, où là, on avait des cathos sociaux quand même aussi. Hein. On n'avait pas que les patronages laïques, on avait les patronages.
Et le courant autogestionnaire, il est arrivé là-dedans avec des gens un peu comme moi, quoi. Moi, je suis une fille de 68, petite fille de 68, puisque j'avais 15 ans. Mais voilà, j'ai fait HEC et on déployait l'IB avec grand plaisir dans l'amphi pour montrer qu'il y avait des entreprises autogestionnaires chez LIP. Et c'est comme ça que moi je suis arrivée à l'économie sociale, par une histoire personnelle aussi du côté de mon père. En tout cas, quand la gauche, toujours pour faire par touche, est arrivée au pouvoir en 81, ces courants-là se sont retrouvés. Et se retrouvaient bizarrement, j'espère que Scarlett et Marcel ne m'en voudront pas, ni en général les rocardiens. Mais en fait, nous, ce qui nous a réunis du côté des associations, ce n'était pas la délégation, c'était le projet de loi Henry. Donc certains se souviendront que André Henry avait été nommé ministre du temps libre. Et c'était... D'ailleurs, je crois que je le dis dans mon papier, l'histoire du temps libre, c'était quelque chose qui se référait à l'histoire de l'éducation nationale, André Mauroy et tout ça. Et il voulait faire quelque chose pour les associations. Et du coup, comme il ne pouvait pas prendre toutes les associations, parce qu'à l'époque, on disait qu'il ne faut quand même pas mélanger les amateurs et les professionnels, il y a des vrais et puis des fausses, il y a les joueurs de boules, ça ne nous intéresse pas, et il y a les associations qui ont des activités économiques, ça commençait à se savoir. C'était pas identifié, mais ça commençait à se savoir. Donc du coup, André Henry a dit, alors on va consacrer nos forces aux associations gestionnaires. Et c'était à l'époque où la délégation se mettait en place aussi, et où il y avait, je ne me souviens pas comment tu as dit, Scarlett, les associations dont les activités de production les rapprochent des coopératives et des mutuelles. Alors évidemment, personne ne savait ce que ça voulait dire. Et il y avait juste l'idée de faire un tri. Et ce à quoi ça a abouti, c'est que finalement, excusez-moi, je vais vite, voilà, voilà, personne ne m'en voudra d'être un peu ramassé dans ma façon de m'exprimer, mais en fait, ils se sont mis tout le monde à dos. La droite, la gauche, les cathos et les francs-maçons, tout le monde a dit non, on n'en veut pas de tri comme ça. Et pourquoi on n'en veut pas de tri? Parce qu'il y avait quelques-uns, dont nous, moi j'étais à l'UNIOPS, on m'a embauché 81, j'étais embauchée à l'UNIOPS parce qu'ils commençaient à voir que le secteur allait bouger et qu'on avait besoin de gens qui sortaient des écoles où on avait appris un peu ce que c'était qu'une entreprise et comment on les gérait, pour faire autre chose que juste de la traduction des circulaires sortis du ministère des Affaires sociales. En tout cas, la gauche était bien embêtée parce qu'elle voulait faire des choses pour les associations, et les associations leur ont dit « nous on s'en occupe ». Donc du coup, il y a eu l'alliance Ligue de l'enseignement, Fonda, l'UNIOPS, où j'étais, moi. Et on nous a dit, écoutez, vous n'avez qu'à faire des propositions, je n'ai pas le temps de tout raconter. Et ça a abouti à la création du Conseil national de la vie associative, 1983. Et il y a des personnes qui, du coup, ont été élues désignées au comité économique et social. Donc, du coup, cette alliance droite-gauche, catho, franc-maçon a abouti à cette création du CNVA, et les associations sont rentrées dans le CLAMC, qui avec eux, ils s'arrêtaient là. Et donc, moi, j'ai fait 15 ans le A du CLAMCA. Et on m'envoyait à l'IDES réfléchir aux fonds propres, et on me disait toujours, mais bon, c'est sympa les associations, mais on n'a pas de solution pour vous. Ok, je m'arrête là. Et à l'époque, on avait déjà les tendances. C'est-à-dire qu'on avait plutôt la catégorie social-démocratie, on avait plutôt la catégorie les auxiliaires de services publics. Vous voyez que ce n'était pas la même chose. Et comment ça s'est traduit ensuite dans le temps? Ça, c'est mon histoire aussi à moi. Ça s'est traduit très régulièrement par des controverses à l'intérieur du collectif, et des controverses parfois avec les autres de l'économie sociale et solidaire, sur des outils de gestion. Alors, je vais prendre que 2 exemples. La question des marchés publics. En fait, on dit toujours « Ah, c'est les marchés publics, c'est Bruxelles, etc. » Pas du tout. C'est Sapin. C'est Sapin qui a fait la délégation de services publics en 92, avant que les directives marchés de public sortent, parce que je sais, puisque moi j'étais en négociation avec le cabinet Delors qui ne comprenait pas que ça allait tomber sur les associations, et pourtant à l'époque il y avait des gens qui avaient été... Il faut que je m'arrête, ok. Donc en tout cas,
Alors, s'il faut que je m'arrête, je vais juste aller extrêmement bref. Donc, sur ces discussions-là, il y a eu des oppositions de modèles associatifs. Nous, du côté de l'UNIOPS, on était pour l'autonomie de l'action sociale associative contre des gens qui étaient d'ailleurs pas du tout embêtés par l'histoire des marchés publics, plutôt, je le dis dans l'article, alors je peux continuer, notamment les gens autour de Léo Lagrange et la Ligue, qui trouvaient ça finalement, dans cette logique auxiliaire de service public, pas forcément désagréable de se situer dans ce dispositif-là. Et donc, vous voyez, ces courants-là, ça serait vraiment intéressant que des historiens comme vous les retrouvent. Et on les va retrouver dans des dispositifs statistiques. Moi, en ce moment, je me bats pour que toute la tarification des établissements sanitaires et sociaux puisse être lue au travers des statistiques concernant les associations, parce qu'on dit qu'il y a de plus en plus de marchés publics, mais je pense qu'on devrait aussi se souvenir qu'on a appelé, à tort de mon point de vue, marché public la tarification des établissements sanitaires et sociaux. Donc du coup, dans les statistiques, pour faire des trucs qui vont pour économie sociale et solidaire, on ne peut plus retrouver les comptes de la protection sociale. Je pourrais parler du lien avec les syndicats d'employeurs, les syndicats de salariés et la lutte contre l'extension des conventions collectives, mais on n'a pas le temps. C'est un autre colloque. Mais voilà. Du coup, je pense que quand j'entendais tout à l'heure, j'en ai encore 3 phrases, quand j'entendais tout à l'heure qu'il y a eu un modèle associatif, c'est Mathieu Elie qui a dit ça. Non. Il n'y a pas eu un modèle associatif, il y a des modèles associatifs. Il y a des modèles associatifs et à tout mettre dans des cases et penser qu'il y en a un, finalement, ce à quoi ça aboutit, c'est qu'il y a comme pour tout, il y a un modèle dominant. Et du coup, pour les gens qui ont lu Polanyi, faut juste se rappeler que quand il y a des modèles dominants, il y a des modèles dominés. Et que peut-être, ça vaut la peine en ce moment de essayer, dans la recherche du projet politique, se souvenir que les modèles dominés ont du sens et quand l'environnement change, et l'environnement est en train de changer parce que la fracture de la cohésion sociale est réelle, les formes d'organisation de l'économie sociale et solidaire que traduisent les différents courants associatifs méritent d'être remises au goût du jour. Voilà. Merci beaucoup pour avoir essayé de tenir les contraintes insupportables que je infligeais. On a évoqué tout à l'heure la première loi dans laquelle est apparu le mot d'économie sociale et solidaire, dans l'intitulé de laquelle figurait le mot d'économie sociale. Il n'y avait pas encore solidaire d'ailleurs à l'époque, c'était l'économie sociale. On pourrait évoquer la loi la plus récente qui parle d'économie sociale et solidaire cette fois-ci. Et comme Jérôme Sadier y a prêté la main auprès de Benoît Hamon, je voulais leur poser la question, c'est est-ce que parce qu'en faisant ça, ils se sont souvenus qu'ils avaient été rocardiens ou est-ce que ça obéit à une logique différente et que reste-t-il aujourd'hui de cet héritage, s'il en reste quelque chose dans l'économie sociale telle qu'elle se présente aujourd'hui? Bonjour, bonsoir même plutôt à tous et merci Jean-François. Oui, je remarque que je suis seul à prendre la parole après l'horaire de fin officiel quand même. Donc la pression est très très forte quand même. Bon, d'abord, effectivement, pour expliciter les choses, d'où tu parles, camarade. Donc effectivement, je suis président de SS France qui est la structure fêtière de l'ensemble des familles et tête de réseau de l'économie sociale et solidaire, plus la finance solidaire, etc. Et puis c'est vrai que j'ai non seulement participé à l'élaboration de la loi de 2014, mais au-delà de ça, je crois pouvoir me considérer comme rocardien encore, voire même, je pense, appartenir à peut-être la dernière génération politique de rocardiens, à vrai dire. Enfin, ceux qui s'en réclament après, je ne suis pas tout à fait sûr qu'ils le soient. D'ailleurs, il y en a un qui est devenu président de la République, c'est la preuve qu'il n'est pas rocardien. Parce que... ouais. Au-delà de la boutade, d'abord, je voudrais juste rétablir peut-être quelque chose par rapport au questionnement. Ce qui est bien, que reste-t-il de la deuxième gauche dans l'ESS?
et pas que reste-t-il de la deuxième gauche, ni que reste-t-il de l'ESS, j'espère. Moi, je crois qu'on ne peut pas résumer l'ESS à la deuxième gauche. Ce serait faire un jeu certaines personnalités qui ont compté dans l'affaire, ni même d'ailleurs résumer la deuxième gauche à l'ESS. Parce que pour le coup, il y a aussi plusieurs demeures de la Maison du Père au sein de la deuxième gauche. Donc, et pour vous le dire très franchement, je confesse, puisqu'on est dans la thématique, ne pas être rentré en deuxième gauche ou en rocardisme par l'ESS, ça veut dire pas du tout. Hein. Je suis plutôt rentré dans le rocardisme, plutôt par mendésisme, vous voyez, pas pratique de l'État ou du pouvoir que je voulais différente d'une autre, que je n'expliciterai pas, mais c'est plutôt ça qui m'a attiré, à vrai dire, pas forcément l'économie sociale au départ. Alors que reste-t-il de tout ça en quelques minutes ? D'abord, quitte à faire débat, mais c'est l'objet aussi, je pense qu'il en reste une doctrine quand même. Je pense que les efforts théoriques qui ont été faits pendant toutes ces années-là ont porté et portent encore leurs fruits. On a peu cité Jacques Moreau au passage, alors c'est peut-être avec mon tropisme crédit coopératif que je le dis, mais il me semble quand même que Jacques Moreau a compté un peu plus qu'on ne l'a dit dans les travaux doctrinaux sur l'économie sociale. J'essaye, à ma modeste d'être fidèle, continuateur de tout ça. Et dans le projet politique qu'on a esquissé à ce stade de SS France, esquissé parce qu'il fallait d'abord rassembler, hein, donc, je crois qu'on essaye de redéfinir un certain nombre de choses parce que cette doctrine, elle existe encore, mais il faut évidemment, parce que c'est naturel comme toute doctrine, l'actualiser progressivement, non pas pour la fadir, mais pour la rendre plus forte que ce qu'elle est jusqu'ici. Alors elle est par ailleurs menacée pour d'autres raisons. Elle est menacée par une forme de modernisme éthéré dont on ne sait pas très très bien où il nous amène. Je crois qu'il leur reste quand même cette source doctrinale. Deuxième chose qu'il reste, à mon avis, et pas des moindres, c'est qu'il leur reste une opportunité gigantesque. Pour le coup, je ne suis pas sûr que le programme politique, économique ou social de l'économie sociale et solidaire soit parfaitement accompli. La société dans laquelle on vit, que ce soit pour des raisons économiques, on voit bien qu'on recherche de nouvelles formes économiques intermédiaires, encore, c'est toujours le même débat, entre l'État qui ne peut plus grand-chose et le capitalisme qui ne doit pas faire grand-chose, enfin le moins possible dans nos vies si possible, on voit bien qu'il y a un gouffre qui se crée et qui est de plus en plus fort en fait, qui nécessite des réponses différentes et qui peuvent, pour beaucoup, sans doute pas pour toutes, prendre la forme des formes d'économie sociale. On voit bien aussi que dans le fonctionnement de nos structures sociales, de la société, du dialogue social, on a besoin aussi de structures intermédiaires avec activité économique ou pas d'ailleurs, mais des structures qui sont en capacité d'entretenir le lien social, de créer des choses, d'impliquer des citoyens, plutôt que d'être dans cette confrontation directe et brutale finalement entre le détenteur du pouvoir de manière générale, d'ailleurs que ce soit détenteur étatique, politique ou économique, et les modestes consommateurs que nous sommes. Donc on a toujours besoin dans le fonctionnement de la société de structures intermédiaires qui, je pense, pour beaucoup d'entre elles, peuvent encore se réclamer ou peuvent être des structures d'économie sociale actuelles ou nouvelles par ailleurs. Et puis, par rapport au contexte politique dans lequel nous évoluons, nous voyons bien aussi que la définition de l'intérêt général ne peut pas continuer à être définie de manière totalement abstraite seulement par les détenteurs du pouvoir politique qui auraient seuls la légitimité de dire ou de faire des choses, et qu'on a besoin de remettre de la politique dans plein d'endroits de la société, d'exercer une forme de citoyenneté différente, et le projet de mettre de la démocratie et de la citoyenneté dans l'économie, on ne peut pas dire qu'il soit complètement achevé. Et pour le coup, là aussi, l'économie sociale, en se fondant sur ces travaux-là, je ne vais pas revenir sur les origines deuxième gauche de l'ESS, parce que en fait, je crois que l'affiliation me paraît claire, tant sur le plan économique, social ou politique, on voit bien qu'il y a encore du boulot à faire sur ces sujets-là. Pour le coup, ça c'est des... Non, pardon, il reste aussi, à mon avis, un écosystème, pas complètement, mais beaucoup des structures qui ont été créées dans cette mouvance-là existent encore. L'idée, ce qu'évoquait Marcel, existe encore. Alors peut-être que pas totalement flamboyant et qui pourrait être plus fort, mais d'abord, il n'y a pas que l'IDES, il y a d'autres structures qui existent, qui ont toutes été générées, ou presque toutes, par cet écosystème-là,
Et pour le coup, le fait d'animer pour moi aujourd'hui ESS France, je le vis comme une filiation directe de ce qui était constitué à l'époque, même si l'environnement a un peu changé. Nous sommes les héritiers de ceux qui ont osé se parler à une époque sous une égide politique finalement, parce qu'il a fallu la politique pour les réunir. Et je ne vous cache pas que même aujourd'hui, j'ai dû faire se rencontrer des gens qui ne se connaissaient pas. Donc on continue encore à essayer d'agréger, mais c'est pas toujours si simple que ça. Alors ça, c'est pour les aspects positifs. Après, il y a des aspects un peu moins positifs. Le principal point négatif, pardon, le micro commence vraiment à vaciller. Le fait que la structuration de l'ESS ou sa représentation ou son portage au sein de l'État est quasi nulle aujourd'hui. Ça peut paraître totalement paradoxal, mais la disparition, enfin juridiquement elle existe encore, mais enfin bon, la disparition de la délégation interministérielle ou son absorption par le Haut Commissariat, enfin, juridiquement elle existe encore. Mais merci beaucoup. Et pour le coup, pas du tout, hein. Pas du tout un bon. Ouais, ça fait bizarre. Je peux faire son micro aussi. Mais... Ça, c'est quand on parle du French Impact. Ça doit être ça. J'ai dit un truc qu'il ne fallait pas. Donc la distribution de la délégation interministérielle et surtout l'absence de cadre politique, parce que finalement, la dernière fois qu'il y a eu un cadre politique gouvernemental, bon, c'est pas pour nous citer, mais c'était à l'époque où Benoît Hamon était ministre, et je réponds directement à Jean-François, oui, c'était véritablement, et d'ailleurs, au vu des interlocuteurs qu'on a eus dans les premiers jours du cabinet de Benoît Hamon, je vous garantis qu'il y a eu les mannes de Michel Rocard, et lui-même d'ailleurs, à vrai dire, qui se sont penchés sur ce ministère et sur cette loi. Donc oui, je l'assume. Enfin, pour ceux qui, dans le cabinet, savaient qui était Michel Rocard, je vous assure qu'il y avait une vraie filiation. Pour les autres, ils étaient trop jeunes, manifestement, parce qu'on leur parlait de trucs qu'ils ne connaissaient pas. Mais pour les plus vieux, dont j'étais déjà à l'époque, c'était une filiation totalement assumée. En tout cas, la dernière fois qu'il y a eu un cadre politique, c'est la communication au Conseil des ministres qui doit dater de juillet 2012, j'ai plus la date, enfin le jour exact, mais de juillet 2012, c'est la dernière fois à ma connaissance une feuille de route gouvernementale qui a été présentée dans un Conseil des ministres avec vocation interministérielle. Je rassure tout de suite, elle ne doit rien à François Hollande lui-même et à pas grand monde d'autre non plus. C'est que si on n'avait pas nous-mêmes décidé qu'il fallait le faire et préempter les calendriers interministériels tout de suite, avant les autres, on n'aurait jamais eu en fait cette communication au Conseil des ministres. Mais avant ça, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Personne ne l'a dit, je crois, en tout cas dans le débat récent. La dernière fois qu'il y en avait une, c'était une circulaire de Michel Rocard. Je le dis parce que je l'ai appris à Timothée, donc je ne suis pas peu fier que moi que d'avoir appris quelque chose d'un historien. Mais Michel Rocard, en janvier ou février, je ne sais plus, 1991, bon, peu de temps... février, peu de temps avant qu'il quitte ses fonctions, fait une circulaire à l'ensemble de ses ministres pour dire ce qu'il attend en termes de politique interministérielle en faveur de l'ESS. Bon, du coup, elle n'a pas servi à grand-chose, parce qu'on ne peut pas dire que derrière, elle est restée la même. Mais néanmoins, franchement, il n'y a rien entre 91 et 2014. Et avant 91, c'est les épisodes qu'ont cités les vétérans de la délégation interministérielle. Donc, premier point négatif, il ne reste plus grand-chose de la structuration au sein de l'État, et même, je dois vous dire, parce que c'est peut-être le paradoxe, mais ce qui finalement a fondé l'économie sociale au sein de l'État, c'est la reconnaissance du Conseil supérieur de la coopération. Lui-même aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est en ce moment, est menacé de disparition. Son rattachement au ministère du Travail a été supprimé, il est rattaché dans des conditions dont on ignore les conséquences à ce stade au ministère de la Transition écologique et solidaire. Même, il est même privé de son pouvoir d'agrément des coopératives. Et le Conseil supérieur de l'ESS, lui-même, je pense, est dans le viseur de la loi qui sera débattue dans pas longtemps je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, mais de simplification et d'adaptation. Oui, c'est ADAPT, oui, c'est c'est ça. Bref, donc ce serait comme un grand paradoxe qu'on supprime les conseils supérieurs qui ont été à l'origine de la reconnaissance juridique de l'ESS. On va se battre, évidemment. Le deuxième point négatif, il n'y en a que trois, enfin, j'aurais pu faire plus, mais il n'y en a que trois pour tenir dans le temps. La faiblesse politique interne, parce que j'ai dit qu'il y avait une doctrine tenue, et je crois vraiment que chacun la revendique, cette doctrine. Ceux qui la revendiquent le plus, d'ailleurs, ce sont les associations aujourd'hui, à vrai dire. Pour faire suite à ce que disait Nicole, c'est eux qui s'en revendiquent le plus
par rapport aux autres familles, entre guillemets. Néanmoins, il y a une vraie faiblesse politique collective interne à l'ESS, à laquelle nous essayons de remédier aujourd'hui, ce qui n'est pas si simple que ça, mais parce qu'elle s'explique par le fait que parmi les très gros acteurs qui ont été les moteurs à l'origine, les banques, les coopératives, les mutuelles, la prédominance de l'activité a fait disparaître la politique. Et je m'explique, mais la transposition des directives assurance en droit français, par exemple, en dépit de la position de Michel Rocard, qui n'a pas été vraiment suivie par le gouvernement de l'époque, et notamment par René Tolade, ce qui fait, enfin pas René Tolade en direct, pardon, mais en tout cas René Tolade avait amorcé ce mouvement-là. Là, cette fois, c'est mort. Bien. La prédominance de l'activité sur la structure, la façon de faire, etc., et les finalités, a, je crois, terriblement affaibli beaucoup des grands acteurs de l'économie sociale. Alors, ça peut s'expliquer aussi, hein, c'est qu'il y a eu une avalanche réglementaire, législative, qui a complètement chamboulé les agendas internes aux organisations, la professionnalisation des uns et des autres, etc. Dernier point de faiblesse, et puis je m'arrêterai là après, la faiblesse politique externe, c'est-à-dire le manque de reconnaissance. Alors, il y a un rapport paradoxal à l'État, parce qu'on l'accuse de ne pas être structuré, mais à vrai dire, on ne lui demande pas grand-chose non plus, en fait, concrètement, quand on est dans l'ESS. Alors, je ne fais pas le débat si c'est bien ou si c'est mal, mais de fait, aujourd'hui, en tant que président de l'ESS France, je vous le dis comme ça, mais on critique beaucoup l'actuel gouvernement, mais quand je dis, mais ok, très bien, mais du coup, si on a des choses à demander au gouvernement, on lui demande quoi concrètement, en fait parce qu'en fait, on attend quoi de lui? À part une délégation en bonne et due forme, ça, d'accord, mais concrètement, en termes de progression du modèle, sur quoi on veut s'appuyer, en fait, concrètement? Il n'en ressort pas grand-chose, à vrai dire, donc ça me désole, mais enfin, c'est comme ça. Et puis, deuxièmement, la faiblesse dans les partis politiques. Il n'y a quasiment plus de partis politiques qui s'intéressent à l'économie sociale. Il y a les écolos, à qui, entre parenthèses, on a légué ça, et ça je le reproche beaucoup à la deuxième gauche pour le coup et au rocardisme, d'avoir abandonné l'économie sociale aux écolos, comme ils abandonnaient l'écologie aux écolos, la laïcité aux radicaux, etc. Enfin, la grande époque où il fallait saucissonner le machin à tel point qu'il ne restait plus grand-chose à la fin. Mais... Oui, mais ça date des années 80, ça, pour le coup. Dans l'émergence, dans l'émergence du mouvement écolo, dans l'émergence électorale, je vais expliquer pourquoi. L'émergence électorale des écolos à partir des municipales de 89, régionales de 92, le réseau des élus, le RTES, le réseau des territoires, pour l'économie solidaire, qui est composé d'élus locaux en charge de l'ESS et principalement composé d'élus écolos qui se sont saisis de ces sujets-là à l'époque où l'EPS, lui, les a totalement abandonnés. Il n'y a quasiment pas d'élus socialistes qui sont dans ce réseau-là. Alors, il y a des élus socialistes à l'ESS qui pourraient y être, mais qui n'y sont pas pour autant, parce que c'est politiquement les écolos qui ont repris la gestion de tout ça. Certaines versions de l'économie sociale par ailleurs, ce n'est pas toute l'économie sociale, mais j'observe que c'est l'un des facteurs d'explication de la distanciation, même si, avec des exceptions parfois, les directions du Parti socialiste, les secrétariats nationaux, même en ayant 50 secrétaires nationaux, elles n'ont pas toujours eu un secrétaire national à l'ESS pour autant. Pourtant, à 50, il y en a au moins un qui peut faire ça, mais il n'y en a pas toujours eu pour autant non plus. Ce n'est pas tout à fait dans le viseur. J'en avais fini, Jean-François, je ne sais pas si j'étais dans les temps, mais vraiment rapidement, gros trait. Merci beaucoup.